Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du Petit Journal. Certains me connaissent déjà. Et bien, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire aujourd'hui sur la thématique comment choisir sa voie et donner du sens à son orientation en tant que jeune expat. Nous allons passer une heure ensemble avec deux expertes sur ce sujet, sur cette thématique. Amélie Farison, qui est conseillère d'orientation scolaire et professionnelle chez Expat Village et fondatrice de The Rise Hub. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Et puis Florence Chaberdière, qui est formatrice interculturelle, praticienne en Brain Gym, autrice de I'm a Citizen of the World, fondatrice d'Expat Village et cofondatrice de Make Mayor. Bonjour Florence. Bonjour à tous, merci Hervé. Super. Alors les internautes, donc du coup, on a une petite heure ensemble, donc écoutez, posez bien toutes vos questions. Alors c'est très simple, hein, il y a un petit fil de chat sur la droite. Vous voyez d'ailleurs, Florence a déjà mis un lien, cliquez, consulter, et puis une petite image également. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous pouvez la voir et puis enregistrer, la refermer. Donc moi je vous mets un petit bonjour. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes levé tôt aux États-Unis? Faites-nous un petit coucou. Là, on voit que vous êtes déjà une vingtaine. Vous êtes connectés en live. Dites-nous qui vous êtes, où vous êtes. Est-ce qu'il fait beau où vous êtes? Alors, je crois que Florence, toi, tu es à Londres. Exactement, moi il fait mitigé. Mitigé. Et toi, Amélie, tu es où là? Moi, je suis à Bahreïn, donc il fait très beau. À Bahreïn. Ah bah là, il fait beau, oui, ça c'est sûr. Bon, bah super, très bien. Bah écoutez, allez, Juliette est à Londres. Hélène, bonjour Hélène. Allez, surtout, donc, utilisez bien ce fil de chat pour poser toutes vos questions. On a la chance d'avoir Amélie et Florence pendant une heure avec nous. Donc, c'est le moment. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, posez vite vos questions, mais en tout cas, vous pourrez voir la fin. Et puis surtout, si vous voulez le revoir, et bien entendu, quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir le lien avec le replay. On va également faire un article dans les prochains jours avec la vidéo YouTube qui sera embeddée dans l'article. Donc, ça sera hyper facile aussi de la partager à vos connaissances, vos amis, vos camarades de classe si vous êtes lycéens, parents si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par cette problématique et qui ne s'étaient pas inscrits au webinaire, vous pourrez facilement partager la vidéo de façon à ce qu'ils puissent la consulter dans les prochains jours. Voilà, donc on a Christine qui est à Phnom Penh, il fait nuit. Merci Christine pour avoir vécu. Il n'est peut-être pas trop tard, mais il fait déjà nuit en tous les cas. Ravi de vous avoir avec nous depuis le Cambodge. Alors, je vais vous passer la parole en premier, évidemment, Amélie et Florence, juste pour vous présenter en quelques mots et nous présenter un petit peu Expat Village, The Rise Up, ce que vous faites. Allez, Florence, je te donne la parole en premier. Merci Hervé. Alors je vais essayer d'être courte et concise. Donc je suis Florence Chaberdière, je suis ce qu'on appelle une serial expat. 9 pays à mon actif, donc basée à Londres comme nous l'avons dit. Je suis une maman de 3 petites filles et nous avons créé il y a 5 ans Expat Village. Expat Village est un village collaboratif en ligne et il permet aux Français de l'étranger de pouvoir trouver des solutions pour leur expatriation. Et il se trouve qu'en tant que formatrice interculturelle, je forme les enfants de 6 ans jusqu'au top manager. Donc, on a eu à cœur aujourd'hui de vous accompagner, notamment pour les 14-25 ans, parce qu'on se rend compte que quand on est français de l'étranger, l'orientation peut vite devenir source de stress. Et nous voulions aujourd'hui avec Amélie, et merci Hervé, merci au Petit Journal, de nous recevoir afin qu'on puisse vous donner des clés pour que vous soyez rassurés. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là en relais pour vous. Donc voilà. Et nous sommes expatriés toutes les deux. Amélie, peut-être que tu veux te présenter aussi. Exactement, merci Florence, merci Hervé. Donc, je suis conseillère en orientation scolaire et professionnelle basée au Moyen-Orient, spécifiquement à Bahreïn. J'accompagne des lycéens et des étudiants dans leur orientation partout dans le monde. Ma palette d'accompagnement, elle est assez large, du bilan d'orientation à l'accompagnement dans les choix des vœux sur Parcoursup. Je propose aussi une préparation aux entretiens de motivation, la rédaction de projets écrits, la rédaction de CV lorsqu'ils se lancent dans la vie professionnelle. Mon expertise, elle est double, puisque j'ai travaillé pendant ces 15 dernières années exactement,
comme directrice des ressources humaines en France et à l'international. Notamment, j'étais DRH chez Airbus en Arabie Saoudite, dans le recrutement et la chasse de tête à Dubaï, et dernièrement avec un groupe coréen dans la tech. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très heureuse de faire bénéficier de mon expérience RH, mon expertise des métiers à l'international, au service des étudiants et de vos jeunes. Je suis maman et belle maman de 3 beaux enfants que j'ai accompagnés aussi sur Parcoursup très récemment. Donc je comprends, chers parents, le stress et l'angoisse que vous avez avec l'orientation et notamment Parcoursup, puisque je suis passée par là récemment. Donc je me réjouis de partager avec vous nos conseils avec Florence et de répondre à toutes vos questions pour donner toutes les chances de réussite à votre enfant. Merci à toutes les deux pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. On a Anne-Christine qui est en Espagne, Lorraine à Londres, Alexandra en Belgique. Bienvenue à tous les internautes. Une fois de plus, posez bien vos questions, soyez pas timides, ça passe vite. On est là Florence et Amélie sont là pour vous répondre. Florence, je vais commencer peut-être par une première question. Oui. Je veux savoir comment est-ce que vous accompagnez les familles dans cette étape décisive qui est l'orientation. Quelles sont les grandes étapes? Bien sûr. Alors déjà, il faut garder en tête que c'est ma phrase préférée, mais elle est tellement importante. C'est un peu mon mantra, c'est qu'un départ se prépare et le retour se prépare au moment du départ. Et donc, on a à cœur de pouvoir accompagner soit les Français de France qui souhaitent avoir un parcours à l'international pour pouvoir améliorer leur anglais, pour pouvoir améliorer leur espagnol et partir justement à la découverte du monde. Et puis ensuite, on a nos petits qu'on souhaite accompagner, c'est-à-dire les Français de l'étranger qui peuvent être dans un système français ou dans un système local et qui souhaitent soit revenir, alors je mets des guillemets parce que certains Français n'ont jamais habité en France, donc c'est une nouvelle expatriation, donc partir en France pour leurs études ou alors partir dans un autre pays pour pouvoir continuer, commencer leur vie professionnelle. Donc l'accompagnement est vraiment pour 3 volets. On souhaite accompagner les jeunes, peu importe leur situation. Et notre valeur ajoutée, c'est vraiment qu'on puisse vous aider, tant au niveau de la famille qu'au niveau de votre jeune, de façon à ce qu'on puisse l'accompagner avant, pendant et après. Donc on ne vous lâche pas tout au long de ce parcours à l'international. Merci Florence. Amélie, peut-être que tu peux nous rappeler quels sont les enjeux de l'orientation pour les jeunes et notamment les impacts d'une orientation mal préparée? Alors, les impacts, il y en a plusieurs. Tout d'abord, je voudrais juste rappeler un chiffre qui est assez fort. C'est 20% des étudiants qui ont déposé un dossier de réorientation sur Parcoursup l'année dernière. Donc, 20%, ce qui représente un étudiant sur 5. Et le chiffre est assez énorme, ce qui veut dire quand même un coût financier important pour nous expatriés, notamment quand on n'a pas de famille sur place. Parce que les frais de scolarité, le logement, le matériel, etc. L'impact aussi psychologique sur les difficultés d'une réorientation et de nouveau un projet d'orientation à recommencer presque de zéro. Et enfin, pour le jeune, la perte de la confiance, bien sûr, qu'il a en lui, qu'il a dans le système. Donc, une orientation subie peut générer des doutes sur ses capacités et malheureusement parfois freiner sa motivation. Donc, effectivement, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir préparer au mieux l'orientation dès le plus jeune âge. Alors, quels sont un petit peu, Amélie, les défis liés à cette orientation, mais surtout, j'allais dire, les critères et les points de vigilance, en fait, au moment où on doit faire ses choix? Alors, tout d'abord, je voudrais essayer de dédramatiser l'orientation, vraiment, parce que c'est un défi, mais il faut surtout retenir 3 choses. Je dirais que le choix n'est pas définitif. Parcoursup n'est que la première étape sur ce long chemin de l'orientation. Une carrière, elle se construit au fil du temps et donc il faut vraiment dédramatiser la situation. De plus en plus de carrières aujourd'hui sont fragmentées, on le sait bien. On ne fait pas forcément le métier dont on rêvait de faire à 20 ans et heureusement, finalement, on évolue tout au long de la carrière. Et donc, ces métiers, il faut pouvoir les anticiper au mieux. Deuxièmement, le monde du travail et le monde professionnel, il évolue. Un chiffre aussi que j'aimerais rappeler, c'est 85% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui.
qui montre quand même que l'évolution, elle concerne toute l'activité économique. Alors, je pense au métier de la tech, puisque j'ai baigné dedans pendant quelques années, mais aussi sur les enjeux écologiques et les enjeux aussi de mode de consommation qui évoluent d'année en année. Et le dernier point, là, c'est ma casquette de RH qui prend le dessus, c'est que l'importance des soft skills, donc c'est-à-dire le savoir-être en français, les recruteurs dont j'ai fait partie prennent de plus en plus en compte ces compétences. Les principales qualités qui sont demandées aujourd'hui en entretien, c'est une bonne capacité d'adaptation, une bonne communication, la capacité à résoudre des problèmes. Donc, que des qualités que vos enfants expatriés ont déjà eu l'occasion de démontrer sans même le savoir. Donc, sur le marché du travail, les recruteurs vont favoriser des profils ayant déjà étudié à l'étranger et qui ont déjà pu mettre ces soft skills en application. Merci Amélie. Allez, les internautes, posez vos questions. Il y a Morgane qui est à Chennai en Inde. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Posez bien vos questions, ça passe assez vite. Est-ce qu'il y a une particularité de Florence, justement à l'orientation et de ces enfants qui grandissent à l'étranger, les cross-cultural kids, comme on les appelle? Est-ce que finalement c'est la même chose d'être à Nice ou d'être à Singapour? Alors Hervé, tu vas me détester, mais je n'ai pas compris et ni entendu ta question, donc je ne suis peut-être pas la seule. Ah, je Mais suis je veux bien désolé. que tu la reposes. Oui, bien sûr, je vais reposer. Tu m'entends là? Un peu mieux. Ok, ouais, je suis désolé. J'espère qu'on n'aura pas de problème de son. Enfin, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal. Oui, je demandais en fait s'il y avait une spécificité liée aux enfants qui grandissaient à l'étranger, qui ont même vécu toute leur vie à l'étranger, pour leur orientation. Et si finalement, est-ce que c'était la même chose quand on est au lycée et qu'on réfléchit à son orientation, quand on est au lycée à Shanghai, à Singapour ou à Mexico, à Nice ou à Paris 14e? Exactement. Alors effectivement, il y a des spécificités. La plus grande des spécificités, c'est que vos enfants sont pour la plupart, comme tu l'as dit, des cross-cultural kids, donc des enfants de troisième culture. Ça veut dire qu'ils vont avoir votre culture française, la culture dans laquelle ils baignent ou dans laquelle ils ont pu baigner au fur et à mesure de leur expatriation. Et tout ce mix des cultures va en faire trois ou même plusieurs au fur et à mesure du temps. Donc c'est là-dedans qu'on a des questions identitaires. Qui je suis, je vais avoir énormément de capacité à m'adapter, certes, ce qui est très bien parce que les enfants l'ont vécu au fur et à mesure des expatriations. En revanche, il y a beaucoup de challenges. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'élargis ma zone de confort? Et quels sont les choix finalement que je souhaite faire au niveau de mon orientation? Je n'ai plus exactement le chiffre, mais je crois que c'était de l'ordre de 70% que les enfants expatriés, la plupart du temps, vont certainement revenir, entre guillemets, parce que pour eux, c'est une première expatriation, comme je vous le disais, en France, pour faire leurs études, mais ils repartent très souvent ensuite faire une carrière à l'international. Et donc, pour cela, on a besoin d'être préparé, parce qu'on n'est plus dans le cocon familial. Et c'est en ça aussi qu'on accompagne les parents, parce que les parents, on a ce qu'on a le syndrome du nid vide, de laisser partir nos enfants lorsqu'on est encore en expatriation. Donc, on les accompagne à ce niveau-là, donc les parents, mais aussi les enfants, à se débrouiller dans une nouvelle orientation, dans un nouveau pays, et de façon à ce qu'ils puissent faire des choix éclairés. Notre but, c'est vraiment de les accompagner à partir découvrir le monde pour qu'ils puissent se créer le leur. Et c'est en ça que notre accompagnement à 360 est important, parce qu'on va les aider au niveau interculturel, au niveau identitaire, au niveau orientation. On a toute une équipe derrière nous aussi avec qui nous travaillons pour les enfants à intelligence multiple. Donc on laisse vraiment personne de côté, chacun à sa place. Et notre but, c'est de les aider à faire des choix éclairés et alignés pour justement éviter, entre guillemets, les réorientations. Et je crois qu'on a une question par rapport à ça, Amélie, justement. Je ne sais pas si tu veux la lire. On démarre avec les questions des internautes, si vous voulez. Oui, parce que du coup, ça explique... ouais. Allez. Je lance la première question d'Alexandra. Quelle est la part des élèves préparés pour les 20% d'inscription? Car ils sont souvent évités par sécurité, dit Alexandra. Tu l'entends?
Florence, tu peux poser la question. Ouais, je vais poser la question, Hervé. Je vais prendre ton rôle de speakerine. Quelle est la part des élèves en prépa dans ces 20% de réinscription? C'est une question d'Alexandra, car ils y sont souvent invités par sécurité. Voilà. Donc, ça rebondit un peu sur la réorientation. Et effectivement, je suppose que de loin, on a envie de se dire on fait des choix sécuritaires, mais du coup, je te laisse répondre, Amélie. Oui, c'est une très bonne question. Alors, clairement, on n'a pas de chiffres exacts par rapport aux prépas. Ce qui ressort le plus, c'est par rapport aux licences universitaires, et notamment, je pense, aux PASS, donc les études de médecine, qui touchent en fait le plus ces jeunes-là, même en licence tout court. Effectivement, après, la prépa, c'est un mode de fonctionnement un peu plus compliqué, surtout la première année. Mais après tout ça, ça s'anticipe dans le sens où on peut déjà réfléchir d'ores et déjà, voilà, quelle est la manière dont je travaille. Est-ce que je résiste à la pression? Est-ce que je suis capable de pouvoir résister à l'esprit de compétition, etc. Dans ce cas-là, oui, non, prépa intégrée, prépa tout court. Voilà, il y a plein de questions à se poser. Heureusement, les fiches Parcoursup et les portes ouvertes permettent d'avoir déjà pas mal de réponses à ces questions. Alors, j'espère que vous m'entendez. C'est bon. Bon, désolé, j'ai l'impression que ça va et que ça vient. Bon, n'hésitez pas à me faire signe. Normalement, ça marche bien, mais bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, une autre question d'Alexandra, qui demande quel est le retour des recruteurs sur les parcours français en commerce international, et notamment les recruteurs étrangers. Ça, c'est peut-être Amélie, tu peux avoir une vision sur ce point. Je vais reposer la question, Hervé. Ah. Quel retour des parcours BBA français en commerce international chez les recruteurs? Ok, donc elle est plus pour moi cette question. Ouais. Donc en fait, globalement, les diplômes français ont quand même la cote à l'international. Ça, c'est un point important. Qui dit BBA dit forcément bachelor, voire peut-être dans une grande école de commerce. Évidemment, les grandes écoles de commerce sont reconnues internationalement, et heureusement. Aujourd'hui, à profil équivalent, évidemment, on va préférer peut-être des profils qui ont déjà pu avoir une expérience à l'international. Ça, c'est un point important. C'est la cerise sur le gâteau. Qui parlent plusieurs langues, qui soient adaptables, flexibles aussi au monde du travail. Et pouvoir faire aussi des stages, ça permet d'avoir une bonne appréhension, voilà, du marché du travail. Mais voilà, en tout cas, si on a un parcours d'études qui nous permet, il est toujours bien de pouvoir continuer après en master, qui permet aussi d'avoir aussi une formation plus complète également. Mais globalement, les lycées, les prépas, écoles de commerce françaises ont la cote à l'étranger. Très bien. Alors, je retente ma chance. Je ne sais pas si tu m'entends, Florence, et je ne sais pas si Amélie m'entend. Très bien. Ouais. Ah bon, allez, donc du coup, j'en profite. Amélie, quelles sont les bonnes questions à se poser au moment de faire ses choix d'orientation? Alors, les bonnes questions, il y en aura plusieurs, évidemment. La première, c'est bien se connaître. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes forces et mes valeurs? Il y a un outil que j'aime beaucoup, qui peut-être peut engager plus des lycéens ou des collégiens, qui est l'exercice du blason, qui permet, c'est un exercice assez ludique, qui permet d'avoir une première réflexion sur son identité. Donc, je vous le recommande. Le deuxième outil, on va dire, ou le deuxième point que j'aimerais aussi aborder, c'est explorer les métiers et les formations qui nous font envie. Est-ce que j'ai une idée claire? Est-ce que j'ai envie d'échanger avec des professionnels? Si tel est le cas, je vous recommande aussi des plateformes de discussion avec des professionnels qui sont volontaires, où votre enfant pourra échanger et pourra poser toutes les questions qu'il souhaite. Je pense à des plateformes qui peuvent être très intéressantes comme Job Glasses, Job IRL ou Export Job. Donc vraiment, je vous incite à contacter ces professionnels volontaires pour pouvoir avoir
appréhension de ce job-là. Et enfin, c'est tester et valider des choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce travail? Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire des stages, pourquoi pas candidater pour explorer au mieux comment dire, comme bénévole ou avec un projet professionnel dans le domaine. Vraiment, j'insiste sur, comment dire, le pouvoir du stage. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je pousse. Si vous avez la moindre hésitation, etc., vous pouvez, pendant les vacances scolaires, demander une convention de stage à votre lycée. Et elle pourra vous fournir, pour les vacances de février, pour les vacances d'avril, une convention de stage pour pouvoir faire ce stage où vous le souhaitez, pour pouvoir enfin avoir peut-être une réponse à vos questions. Très bien, merci beaucoup. Alexandra demande Amélie, si vous pouvez écrire dans le chat les noms des plateformes que vous avez évoquées. De toute façon, évidemment, les internautes, vous serez mis en contact avec Amélie et Florence après le webinaire. Vous pourrez les recontacter, leur poser toutes vos questions si aujourd'hui. Je vais poser une question d'Hélène. Est-ce qu'il y a une grande règle à respecter pour une orientation réussie que conseillez-vous à des enfants qui sont en première ou en terminale, par exemple? Moi, je rajouterais, quand recommandez-vous de réfléchir à son projet d'orientation? Dès la seconde, suffisant? Ok. Amélie, est-ce que tu as la question? Est-ce qu'on va la répéter, je pense? La question, c'est quand recommandez-vous de commencer à réfléchir à son projet d'orientation, c'est ça? C'est bien ça. Ok. Alors, ma réponse, bien sûr, elle sera le plus tôt possible, mais je dirais surtout de manière progressive. Dès le collège, en fait, vous pouvez commencer à découvrir des métiers grâce au stage dont j'ai parlé tout à l'heure. Avoir aussi des témoignages. Si dans votre réseau, vous avez des personnes qui sont dans ce domaine d'activité, si vous avez eu la chance de rencontrer l'ami d'un ami qui pourrait éventuellement connaître quelqu'un, quitte à aller directement voir sur LinkedIn, si vous pouvez peut-être contacter une personne de votre réseau. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est en première. En première, il est hyper important, je trouve, d'aller déjà explorer Parcoursup. Et Parcoursup, c'est pas un gros mot. C'est surtout une super jolie ligne d'informations où vous avez plein d'infos sur les formations post-bac. Et n'hésitez pas surtout à aller au salon de l'étudiant en première, en terminale, pour découvrir les journées portes ouvertes. Alors, pour nous, Français de l'étranger, il y a des portes ouvertes maintenant en virtuel qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nous. Et puis pour aussi les jeunes expatriés et des internationaux, peut-être aussi anticiper le plus tôt possible sur les différences entre les systèmes éducatifs, se renseigner aussi sur les équivalences. Donc la transition, elle peut se faire sur 1 à 2 ans, donc bien attention aussi à anticiper tout ça. Donc mon conseil, c'est surtout ne pas attendre la dernière minute. Plus on anticipe, plus on adoption. Et donc surtout, voilà, une décision qui sera faite sans stress, on va dire. Mais en tout cas, on peut commencer à y réfléchir dès la fin de la troisième jusqu'à la terminale. Voilà. Merci Amélie. J'espère que, désolé, hein, c'est mieux. J'ai une question d'Hélène qui demande est-ce qu'il vaut mieux un IB, un A-level ou un baccalauréat pour accéder à des parcours sélectifs? Est-ce que je la repose ou pas? C'est Hélène qui demande, ça répond un petit peu à ce que tu disais, Amélie. Hélène demande est-ce qu'il vaut mieux un IB, un A-level, un baccalauréat pour accéder à des parcours sélectifs en France? J'ai envie de dire que c'est la $1 million question parce que ça va dépendre de l'expatriation, ça va dépendre des écoles que vous allez avoir à dispo, on va dire, dans le pays dans lequel vous êtes. Je peux peut-être rebondir à moins que... La seule chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver... Enfin, pas chaque enfant est fait pour chaque système. Et c'est pas grave, on peut avoir dans une fratrie des enfants qui sont dans différents systèmes. Et le plus important, c'est qu'ils puissent être dans un système qui leur convient. Et par la suite, c'est pour ça aussi qu'on est là. Je réponds en même temps à la question de Lorraine. C'est qu'on va être là, comme tu disais Amélie, de façon à anticiper. Donc on va pouvoir anticiper grâce à notre équipe
en faisant des bilans d'orientation, en faisant des accompagnements au niveau du brain gym, donc comment est-ce que je travaille, quelles sont mes mémoires, qu'est-ce qui me plaît. Et tout ça va permettre donc de pouvoir, peu importe finalement le système, de pouvoir faire des choix pour l'école ensuite, que ce soit en France ou ailleurs. Mais il faut vraiment garder en tête, comme je disais, Parcoursup n'est pas un gros mot, l'orientation non plus. On trouvera toujours une solution pour chaque enfant, peu importe le système dans lequel il a évolué. On a des enfants qu'on accompagne qui ont déjà fait 2 systèmes, 3 systèmes scolaires, et personne ne reste en rade. Donc voilà, on veut vraiment vous rassurer là-dessus. Et encore une fois, la raison pour laquelle on souhaite accompagner dès 14 ans, c'est pouvoir donner la chance de pouvoir vivre des expériences à l'international en France, pour que justement, je réponds à la question d'Alexandra au-dessus, qui était pour des recruteurs internationaux, et on parle beaucoup de storytelling. Et notre but au niveau des accompagnements interculturels identitaires, c'est oui, j'ai habité dans plein de pays différents, oui, je suis rentrée en France à tel âge, je n'avais jamais habité en France avant. Comment est-ce qu'en fait on transforme ce parcours en un parcours unique qui fait qu'en fait on va pouvoir avoir une réelle histoire à raconter, à montrer le mindset, l'état d'esprit qu'on peut avoir pour intégrer telle ou telle école. Et aujourd'hui, c'est ce que les recruteurs recherchent, c'est ce que les écoles recherchent aussi. Je peux donner l'exemple de Théo qui savait qu'il était pris très tôt au niveau de sa terminale dans une école à Londres, et il savait que dans ce programme, il allait avoir une année en Espagne. Il ne se sentait pas en fait de commencer tout de suite là en septembre 2024. Donc il est parti 1 an en année de césure en Espagne pour pouvoir approfondir son espagnol, et l'école a trouvé ça fabuleux et l'attend avec impatience en septembre 2025 à Londres. Donc vraiment, sachez que tout est possible, et le fait voilà, qu'il faut être préparé. On est là pour accompagner, pour que vous puissiez vraiment avoir le parcours sur mesure qui vous ressemble. J'espère que Amélie, tu as peut-être quelque chose à J'ai juste voilà, un point important, c'est que les élèves internationaux, en fait, sont une chance pour ces écoles de France. Ils ne recherchent pas des profils qui sont tous similaires. Ils recherchent des parcours, des candidatures avec des projets ambitieux, sans doute, mais avec plein de qualités, notamment, je reviens sur ces soft skills qui sont très importantes. Donc, vous avez autant de chances, même voire plus de chances que n'importe qui resté en France, de pouvoir intégrer ces écoles et surtout de pouvoir le vendre sur un CV pour ensuite, plus tard, développer ça avec une carrière qui vous convient et qui répond à vos aspirations. Lorraine demandait en fait ce que vous proposez des bilans d'orientation qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire pour le choix d'études. Je pense que ça correspond un peu à ce que tu as dit, mais est-ce que c'est vraiment des bilans d'orientation? Tout à fait. Ok, d'accord. Donc Lorraine a sa réponse. Allez, continuez à poser vos questions, les internautes. On est à la moitié de ce webinaire à peu près. On t'entend pas du tout, Hervé, je suis désolée. Voilà, je suis vraiment très embêté, mais je sais pas comment on va faire parce que tu m'entends pas Et là, ça va mieux. C'est bon, ouais. En fait, ça fait des allers-retours. Bon, bah écoutez, je leur disais que on était à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay après le webinaire. Et je vous appelle les internautes à poser bien toutes vos questions dans le chat. Si on n'entend pas au moins, Amélie et Florence pourront lire les questions et répondre directement. Peut-être, Florence, j'aimerais bien qu'on aborde le point du fait défi de fait de pouvoir partir, quitter ses parents. J'ai pas la fin de la question. Comment faire quand on part et qu'on quitte sa famille pour aller réaliser ses études?
Alors déjà, il y a une chose, merci Hervé. Il y a une chose à savoir, c'est que nous, comme je vous disais au début, on est là aussi pour vous accompagner en tant que parents. On a eu le cas des jeunes qu'on a accompagnés où c'était très compliqué pour les parents, donc ce fameux syndrome du nid vide, mais c'était compliqué pour les parents qui étaient en expat. On a des cas où les parents sont mutés en même temps que l'enfant doit partir pendant un an en année de césure. On a tellement de cas différents. Donc c'est vraiment de vous accompagner à gérer effectivement le nid vide, mais à gérer comment est-ce qu'on va créer cette nouvelle relation avec notre enfant, sachant que nous-mêmes, on vit une expatriation et une transition, des chamboulements, des pertes de repères. Ce qui est important, c'est que c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir ce parcours, c'est de vous accompagner avant, donc vraiment dans le choix de ce parcours à l'international ou non, dans le choix de votre école, du choix des écoles en France ou à l'étranger, de vous aider avant, de vous aider pendant. Parce que là, je vais mettre ma casquette de formatrice interculturelle. Il y a un choc culturel qui va arriver, on le sait, on l'a peut-être déjà vécu, il dure plus ou moins longtemps. Mais notre but, c'est de faire en sorte que votre enfant soit bien dans ses baskets quand il va se retrouver dans sa petite chambre de bonne et qu'il se dira, OK, comment est-ce que je fais pour me nourrir? Comment est-ce que je fais pour me faire des copains? Parce que mes copains ne comprennent pas en fait que je suis français, que j'ai jamais habité en France. Comment est-ce que je vais faire pour voilà, expliquer mon histoire et les choix que j'ai faits, les pays dans lesquels j'ai habité. Donc c'est vraiment comment on se prépare à ce choc culturel, qui est inévitable, mais quand il est préparé, il est accepté et digéré plus facilement. Et encore une fois, eh bien, on est là pour accompagner pour la suite. Ça veut dire que si vous devez rentrer dans une nouvelle école au mois de septembre, si vous êtes parti en humanitaire pendant un an et que vous choisissez ensuite de chercher un stage dans un autre pays, en fait, on ne vous lâche pas. Ça veut dire qu'en mai-juin, on saura déjà ce que vous faites en septembre. Donc c'est vraiment, on est vraiment là pour vous rassurer. Être parent ne vient pas avec un mode d'emploi. Vous avez la chance d'avoir, on a la chance d'être une équipe soudée et avec qui on partage sur les différentes problématiques des familles. Et aussi une chose, c'est qu'on envoie nos petits, alors je dis toujours nos petits parce qu'ils font souvent 3 têtes de plus que moi, mais on envoie nos petits comme si c'était nos propres enfants. Et donc, on a un relais. Parfois, il faut avoir une tierce personne pour pouvoir justement apaiser les relations et aider dans les transitions. Donc, j'espère que j'ai répondu. Amélie, tu as peut-être quelque chose à dire, toi qui as tes 3 beaux enfants qui sont partis. Comment tu as vécu cette transition? Il a fallu remplacer par des poissons rouges. Voilà. Des chameaux. Non, effectivement, tu as très bien résumé, Florence. Et en fait, après, il faut savoir pouvoir couper le cordon, effectivement. Mais c'est surtout voilà, pour l'enfant, l'étudiant, pouvoir se réadapter à cette nouvelle vie, effectivement, c'est un bon point. Surtout ne pas le lâcher. Et parfois, en tant que parent, on se sent un peu impuissant parce que l'enfant ne va pas forcément oser peut-être parler d'un mal-être, parler d'une certaine distance qui peut aussi se mettre via aussi la zone géographique. Hein. Donc peut-être aussi bien parfois de pouvoir avoir une tierce personne qui vient on va dire, être le bras de la maman, du papa pour pouvoir échanger au mieux sur cet éventuel mal-être de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important. Si vous estimez que c'est nécessaire, il est important de pouvoir accompagner des enfants et c'est ce qu'on fait déjà avec Florence depuis quelques mois. On a des accompagnements qui se passent super bien, mais je pense que heureusement que l'accompagnement se fait par une tierce personne. Et après, je rebondis, Amélie. Hier soir, on avait un message d'un de nos petits américains qui m'a juste envoyé un message en disant je suis trop content, j'ai trouvé mon amoureuse, je suis ravie aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment une relation qu'on peut avoir tout au long de cette expérience à l'international. Donc il y a des challenges, mais on est aussi là pour partager les joies et les bonheurs de nos jeunes. Et effectivement, parfois, ils ont envie de le partager avec quelqu'un d'autre que leurs parents. Comment ça se passe? Ça se présente, ça avec les parents? Excusez-moi. Les parents vous sollicitent pour mettre ça en place? Les premiers rendez-vous avec les parents,
projets, qui peuvent se poser. Et après, c'est quoi? C'est des rendez-vous réguliers? Comment concrètement ça se met en place? Alors moi, ce que j'ai fait déjà, c'est que je vous ai remis le lien pour pouvoir nous contacter et pour pouvoir avoir un récapitulatif un petit peu d'accompagnement. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour nous contacter parce que, comme le disait Amélie, le plus on anticipe, le plus on est prêt. Et en fait, voilà, souvent, ça peut être l'étudiant qui a envie de partir. On a eu beaucoup ça sur les salons. L'étudiant qui a envie de partir à l'étranger. Donc, on va avoir une relation one-on-one, pouvoir comprendre les besoins et faire les choix. Déjà, de déblayer un petit peu avec donc votre jeune. Ou ça peut être les parents qui ont envie que l'enfant parte, je ne sais pas, au Costa Rica parce qu'il parle déjà anglais et qu'il a envie de partir dans une famille pour justement avoir et l'anglais et l'espagnol. Voilà, nous, on est vraiment accessible. On a un channel WhatsApp où vous pouvez nous suivre. On a notre compte Instagram. On a ce lien où vous pouvez directement mettre votre email et on reviendra vers vous. On est une équipe, donc voilà, c'est soit Amélie, soit moi, soit d'autres membres de l'équipe qui vous contactent. Et puis après, on devient de la famille, hein, c'est tout l'esprit du village. Nous sommes ensemble et nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. Et puis après, à l'inverse, si vous êtes en panique, si vous n'avez pas les choix que vous souhaitiez, entre guillemets, sur Parcoursup, eh bien, on est aussi là. On est très productif dans l'urgence, n'est-ce pas, Amélie? Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'offrir des solutions, peu importe le moment auquel vous nous appelez. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est un accompagnement vraiment à 360 et surtout à 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, je dirais. Oui, parce que franchement, c'est un peu ça l'idée. Mais non, on fait vraiment avec plaisir. Allez, les internautes, posez vos questions. J'espère que vous m'entendez. C'est bon. Posez bien vos questions. Amélie et Florence. Moi, j'ai une question. Je t'ai entendu parler, Florence, de coaching interculturel pour les jeunes. Qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? Exactement. C'était ma question. Impeccable. Oui, alors en effet, le coaching interculturel intervient dans les questions identitaires. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment justement je mets à profit toutes ces expériences que j'ai pu avoir. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a créé une formation, une expérience immersive qui permet de créer son burger de l'identité. Le burger de l'identité fait qu'on rajoute en fait des ingrédients à notre burger pour devenir un juicy burger, comme on dit en anglais, afin de comprendre qu'on ne perd rien au fur et à mesure de ces expats, de ces expériences, et qu'en fait on se construit comme ça au fur et à mesure. Donc on propose cette session ludique qui peut être pour la famille, qui peut être pour le jeune, qui peut être pour les parents, et qui permet d'accompagner pour développer son intelligence culturelle. Comme disait Amélie, c'est vraiment un complément des bilans d'orientation qu'Amélie peut proposer. Donc voilà, découvrir nos valeurs, nos croyances. Et encore une fois, ce sont des outils que nous avons à disposition pour permettre de faire des choix éclairés pour l'orientation et pour que vos enfants puissent trouver leur voie. Alors, Amélie, j'espère que tu vas bien. Tu n'entends pas? Bon. Oui, non, tu n'entends pas. Bon, c'est toi qui vas poser la question, Florence. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette triangulation. Ça marche comme ça. Oui, en fait, je pense que c'est important. Sur le fait que c'est utile pour les parents et d'avoir affaire à une tierce personne. Alors, je crois, si je déchiffre, Amélie, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à une tierce personne? Est-ce que c'est ça, Hervé? Oui. Parfait. Je rajouterai lecture sur les lèvres sur mon CV. C'est exactement ça. En fait, moi j'aime bien les études, mais en fait, il y a un jeune sur deux en France qui n'est pas satisfait de l'accompagnement en fait, qui est fourni au sein de son établissement. Donc c'est quand même plus
les filles que les garçons qui sont non satisfaites. Donc, effectivement, c'est plutôt une recherche qui va revenir, si le lycée, bien sûr, n'est pas à la hauteur, qui va revenir sur les parents et sur les proches, bien sûr. Si vous voyez, vous, en tant que parent, que vous touchez des limites et que vous voyez que, surtout, c'est une source de stress, de conflit et d'engueulade, si je peux me permettre, parce que c'est souvent à ce niveau-là que les parents m'appellent, en disant « j'en peux plus, il faut absolument que vous fassiez passer des messages que je veux faire passer, mais par une autre personne, ça marche plus. » Voilà, si vous voyez qu'une aide est nécessaire, bien sûr, je pense que je vous encourage fortement à demander l'aide d'un professionnel. Je pense que vous ne le regretterez pas. C'est un investissement, bien sûr, mais qui n'est pas évidemment si coûteux comparé à une malorientation, on va dire, et le prix d'une année perdue. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, je rajouterais aussi l'importance d'avoir une tierce personne dans, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le mal-être de certains étudiants, parfois des élèves en souffrance à l'école, victimes de harcèlement. Témoin d'un divorce, voilà, au sein d'une famille aussi un peu conflictuelle. Voilà, la personne, on va dire la conseillère ou le conseiller d'orientation va pouvoir être aussi un confident, même si ce n'est pas son rôle, mais en tout cas, elle va pouvoir peut-être donner des signes d'alerte sur certains profils de jeunes. Donc, voilà, en tout cas, c'est important de se faire accompagner si vous, parents, vous estimez que c'est nécessaire. En tout cas, je pense que c'est un choix que vous ne regretterez pas. Et je vais rebondir, Amélie, ça évitera à Hervé d'essayer de poser une question. Mais je voulais rebondir en disant que dans notre équipe, on a aussi des psychologues, on a des coachs, on a des orthophonistes, on a des orthopédagogues. Enfin voilà, on a vraiment tout un panel de professionnels qui sont là pour vous accompagner. Et la force du village, c'est de savoir que, voilà, comme je vous disais, on est très soudés, on partage aussi ensemble. Et ça nous permet de dire, ah bah peut-être que là, on aurait besoin d'un bilan attentionnel. Hop, eh bien, on va appeler notre psychologue du village. C'est important de savoir qu'on est, comme on dit en anglais, un one-stop shop pour le bien-être de votre famille et de votre jeune. Et aussi, ce qui est important, c'est au même titre que la relation qu'on va avoir avec vous, parents, qui est complètement confidentielle, vous allez nous dire, OK, ce serait bien de faire passer tel ou tel message. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de mon petit message de « je suis trop content, j'ai une amoureuse ». Autant vous dire que clairement, les parents ne savent pas que moi, je sais. Donc c'est aussi important de garder en tête que nous sommes un relais. Cette tierce personne a aussi une vraie relation de confiance avec le jeune que nous accompagnons. Bien évidemment, s'il y a des questions sécuritaires, vous serez les premiers au courant. Mais sachez voilà, que on travaille tous ensemble pour faire en sorte que tout le monde puisse grandir, glow and shine, comme on dit, pour que vous puissiez vraiment détendre toutes ces tensions qu'il peut y avoir dans ces périodes de transition. Alors, Alexandra demande, Amélie, pouvez-vous décrire un peu plus le blason? Ah, alors, le blason, c'est un exercice très ludique qui se fait à tout âge. Alors, je dirais qu'en terminale, il y a d'autres tests beaucoup plus, comment dire, précis, mais en termes d'adolescence, en tout cas de fin de collège, lycée, le blason est sympa parce qu'il permet de réfléchir à une devise, de réfléchir à quel est mon livre préféré, mon mantra, de pouvoir réfléchir à un animal totem, etc. C'est un blason que vous pouvez tout à fait retrouver sur Internet et qui permet déjà de faire le premier travail d'introspection qui est nécessaire pour votre enfant. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a des tests gratuits en ligne, bien sûr. Puis il y a des tests aussi faits par des professionnels qui sont tout aussi utiles sur les intérêts, sur la personnalité, qui vont vous donner des métiers types, bien sûr, avec une analyse qui est toujours nécessaire. Et puis moi, j'aime bien le petit test, alors ça c'est mon petit chouchou, c'est le test des intelligences multiples. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, je dirais, dans ma génération. C'est-à-dire que ce n'est pas un test de cuisine, hein. C'est un test surtout pour essayer de connaître dans un Gardner quel type d'intelligence ressort le plus. Ce type d'intelligence n'est pas assez mis en valeur, à mon humble avis, par la scolarité ou par les écoles. Donc, ça permet de savoir un petit peu quel type d'intelligence on a pour pouvoir
ensuite peut-être réfléchir à un projet lié à une, deux, trois, quatre intelligences qui peuvent ressortir. Ça, c'est des tâches que vous pouvez aussi tout à fait trouver en ligne sans problème. Ou faire appel à toi, Amélie, parce que du coup, après, tu as Mais la moi, ça pose plein de choses. restitution. Et la restitution, je sais que tu passes beaucoup de temps pour pouvoir restituer sur ces tests d'intelligence multiple. Donc, c'est vraiment important de... Parce que c'est important aussi de se dire qu'on fait des tests, il y a un peu de tout. Et c'est aussi une source de panique de se dire est-ce que je l'ai bien interprété, qu'est-ce que j'en fais, etc. Alors que de l'inclure dans un accompagnement, ça permet de faire redescendre la pression. Je me permets, Hervé, on a une petite question de Clotilde, c'est le nom de ma fille aînée. Du coup, Clotilde nous dit qu'effectivement, sa fille est partie donc 1 an en Australie. Et quid du retour? Alors, ce n'est pas un retour, Clotilde, c'est une nouvelle expatriation en France parce qu'elle a grandi, elle a rajouté des ingrédients à son burger. Et effectivement, notre accompagnement fait que c'est avant, pendant et après. Parce que comme pour chaque expatriation, on ne revient pas, on y va. Et c'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Et effectivement, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en France après avoir vécu en expat, c'est là où c'est souvent le plus compliqué. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, comme je vous disais, en mai-juin, on sait déjà ce qu'on fera en septembre et on saura comment on fait parce qu'on se sera préparé à revenir. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre commentaire. Effectivement, c'est important de savoir qu'il y a ces aides-là. On a vu là, 2025, c'est un peu l'année du mental health. On sait que nos jeunes aujourd'hui, post-Covid, etc., ça peut être compliqué, encore plus quand ce sont des enfants de troisième culture. Donc, le but du village, c'est vraiment ça. Et Hervé, tu le sais, hein, c'est ce que tu as créé avec le petit journal, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul et sachez que voilà, on est là pour vous aider parce que en expat, souvent, si on n'a pas le petit journal pour les news et puis si on n'a pas le village pour les accompagnements et les solutions, ça peut être compliqué. Donc voilà. Merci Florence. Allez les internautes, il reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez des toutes dernières questions, c'est le moment. Hervé, je peux juste rajouter un point voilà, qui est juste par rapport au retour aussi. Une expérience notamment en césure, c'est une excellente idée. J'insiste vraiment sur le côté césure et de pouvoir en tout cas montrer son adaptabilité, sa flexibilité et l'intention déjà de vouloir découvrir le monde dès le plus jeune âge. C'est hyper valorisant sur un CV. Et de pouvoir en tout cas le mettre, en tout cas sur Parcoursup, j'en parle parce qu'il y a quand même une partie qui s'appelle Ouverture sur le monde, qui est notamment pour nous expatriés le moment de pouvoir mettre des choses, on va dire, de pouvoir créer un projet sérieux. Mais la césure, en tout cas, elle montre beaucoup de compétences qui sont aussi sur un CV qui vont pouvoir être à vie notées. Donc voilà, je reparle de l'adaptabilité et notamment de toutes les soft skills, mais en tout cas de pouvoir le noter et de pouvoir le faire briller sur un profil, mais notamment pour des rentrées dans des écoles en prépa ou dans des grandes écoles françaises, c'est que du plus. Donc bravo en tout cas d'oser la césure, c'est très courageux et ce n'est que du plus. Et j'ai envie de rajouter, Amélie, si on parle de Léonie, là, que nous accompagnons, qui a fait un lycée français à l'étranger, qui ensuite est restée dans son pays, avec ses parents, qui a enchaîné sur un BBA et qui a vu ses parents rentrer en France et qui s'est dit, mais pourquoi pas moi? J'ai jamais vraiment habité en France. Et du coup, elle s'est dit, je vais faire une année de césure en France. Donc, elle a son BBA, c'est une élève de lycée des Français de l'étranger. Et ensuite, elle fait son année de césure et on fait des stages, on l'accompagne. Et là, quid de est-ce qu'elle va repartir ou pas. Mais c'est intéressant de voir vraiment que chaque parcours est sur mesure et surtout, il n'y a pas de bons et de mauvais choix. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'aimerais justement demander si vous aviez des exemples, vous pouvez donner des jeunes que vous avez accompagnés et des difficultés
difficultés, des problématiques ou pas mal de questionnements et finalement où ça s'est super bien passé? Alors ça se passe toujours super bien, hein, parce que c'est Oui. une question de mindset. Non, c'est vraiment pardon, je m'étouffe. Ce qui est important, alors il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est conscient que c'est un budget, hein. Parfois, on se dit: «OK, est-ce que je vais pas perdre une année?» Enfin, les parents se disent: «Est-ce que je vais pas faire perdre une année à mon enfant?» C'est vraiment prendre du temps pour en gagner et aussi et surtout l'enfant, on l'a vu, l'enfant aussi comment dire, se projette. Donc, il va pouvoir faire un petit boulot l'été, peut-être un peu plus de babysitting pendant l'année, donner peut-être des cours de français, d'anglais, que sais-je, pour pouvoir participer en fait à cette aventure. Je donne l'exemple de ma petite Maëlys qui était, comment on dit, enfin, elle aidait en fait secouriste pour les maîtres nageuses, voilà. Donc elle a fait ça pour pouvoir se créer son petit budget, pour pouvoir se payer ses 3 mois à Malte pour apprendre l'anglais. Et ensuite, je donne l'exemple de Maëlys parce qu'elle est au Sri Lanka actuellement et elle s'occupe des tortues au Sri Lanka. Et comme je suis née au Sri Lanka, voilà, elle est là-bas, ça me tient à cœur. Et on a pu comme ça construire son année de césure, tant voilà, pour de l'anglais, pour de l'humanitaire au Sri Lanka. Et là, elle sait d'ores et déjà qu'elle est prise pour son école au Canada. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des success stories comme ça, où on accompagne de A à Z. Et vous voyez, je vous disais, en mai-juin, on sait déjà ce qu'on fait en septembre. Et bien là, en février, elle vient d'arriver au Sri Lanka et elle sait déjà ce qu'elle va faire au mois de septembre. Donc voilà, et Maëlys, on l'avait rencontrée il y a un petit moment et on a pu prendre le temps de partager avec elle et de préparer au mieux ce parcours à l'international. Après, on en a plein d'autres, hein, mais tu me connais, je peux parler pendant des heures. Donc, Ça tombe bien parce qu'on m'entend pas donc. Bon, on va arriver un peu au terme de ce webinaire. Peut-être nous redire, mesdames, également l'avantage et le grand intérêt aujourd'hui de réaliser un parcours à l'international. Amélie? Ah bah, moi, je ne vois que des avantages. Honnêtement, je suis moi-même tombée dans la marmite il y a maintenant voilà, 15 ans. La preuve, c'est que j'en suis toujours pas revenue. Et voilà, après enfin, honnêtement, de pouvoir faire grandir ces enfants, de pouvoir faire baigner dans cette culture multiculturelle et surtout pouvoir le vendre sur un CV lors d'une école, etc., c'est que du bonus. Maintenant, effectivement, la, la vie n'est pas toujours rose. On a aussi parfois des soucis qu'on rencontre, mais c'est aussi pour ça que Expat Village a été créé, parce qu'on a toutes rencontré, tous et toutes rencontré ce genre de problématiques. On a besoin d'une orthophoniste, on a besoin d'une psychologue. Et comment on fait quand on n'a pas toujours tout ce qu'il faut dans sa langue. Et bien effectivement, notre mairesse ici présente, donc Florence, a créé ce village et que je trouve personnellement extraordinaire comme idée. Je me demande d'ailleurs pourquoi personne n'y avait pensé avant, mais non, c'est vraiment une très bonne idée. Et là, l'offre maintenant voilà, sur les jeunes qui sont accompagnés de A à Z, je trouve que c'est assez extra. Donc, bravo pour l'idée. Vraiment, je me permets de te lancer les fleurs au passage, mais c'est top. Et tu le mérites depuis toutes ces années. Et voilà, donc du coup, moi, je pense que de A à Z, c'est que des bonnes choses. C'est parfois un peu dur de quitter ses parents, c'est clair. C'est parfois un peu dur d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, d'apprendre le portugais, ou pour moi l'arabe en ce moment. Mais voilà, c'est que du bonus et surtout pour le cerveau de nos enfants, c'est voilà, que du bonus. Merci Amélie. Florence, peut-être un mot de... Je sais pas, je suis émue, je m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, mais c'est vrai que non, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment nous voir comme un relais. Je pensais, tu donnais des exemples, on a aussi quelqu'un qui nous aide pour le logement. On sait que le quid du logement, ça peut être vite un enfer. On a aussi des partenaires pour la santé. Quelle santé dois-je prendre? J'en parle parce que moi, j'ai des problèmes de santé dans chaque pays dans lequel je vais, donc je pourrais faire un webinaire là-dessus de comment faire pour être bien assuré. Ce qui est important, c'est vraiment garder-le, c'est le motto du village. J'ai fait des expats plus ou moins faciles.
Et dans les expats un peu moins faciles, eh bien, on peut vraiment se sentir, comme je vous le disais, seul. Et le motto du village, c'est vraiment ça, ne restez pas seul. Et encore plus avec vos jeunes. Je sais qu'il y a les hormones, j'ai 3 filles, donc l'adolescence, etc. C'est parfois compliqué. Quand on est en expat, ça peut l'être encore plus. Quand on revient d'expat aussi, parce que personne ne nous attend finalement, on a perdu un peu les codes. Voilà, donc on est là. Et puis surtout, ce qui est important, et je pense que tu le sais Hervé, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et on a la chance d'avoir un métier passion. Et ça, je remercie tous les jours. Parce que finalement, peu importe le pays dans lequel on est, eh bien, on continue d'avoir cette passion qui est d'accompagner les leaders de demain. Donc c'est pas rien, mais en tout cas, c'est très important pour nous et ça nous apporte beaucoup de joie. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations. Effectivement, vous êtes des passionnés. Ça s'est bien entendu aujourd'hui. Merci pour à tous les internautes qui ont assisté à ce webinaire. Désolé pour les problèmes de son. Un peu, mais le plus important, c'est que vous entendiez nos intervenantes. Merci à Mélissa Farmazoni, conseillère d'orientation scolaire professionnelle chez Club Village, fondatrice de Rise Up, et Florence Chaberdière, formatrice interculturelle, autrice de Citizen Club, fondatrice d'Expert Village et fondatrice de Monde Meilleur. C'était un plaisir de vous avoir avec vous pour cette heure. Quelques instants, vous recevrez le lien du replay, donc si vous voulez le revoir ou si vous voulez le partager, les vidéos également. La vidéo sur YouTube dans merci à tous, bonne journée, bonne soirée sur le vous êtes. Et puis à très bientôt pour d'autres webinaires sur le sujet. Merci Florence, merci Amélie. Merci beaucoup Hervé. Au revoir. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et sur l'image si vous voulez nous contacter pour des questions plus personnalisées. Je reprends Hervé parce qu'on t'a pas très bien entendu, c'est pour ça. Tu as tout à fait bien fait. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, merci à tous.